On va commencer cette émission par ces nouvelles, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous suivre sur Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune. Au Kasaï oriental, depuis plus de 6 mois, une grande partie de la ville de Mbujimai manque de l'électricité. La principale centrale de la MIBA est donc en panne. Le docteur Denis Mukwege se prononce sous l'état de siège. Il dit, je cite, « Malgré l'état de siège déjà renouvelé 48 fois, des femmes et des enfants sont victimes d'atrocités. Réaction aux tueries d'une quarantaine de civils à Djougou. Les meurtres et viols commis sans relâche par les M23 sont favorisés par le soutien militaire que les commandants rwandais apportent au groupe armé rebelle, a affirmé Clémentine Monjoy, chercheuse au sein de la division Afrique Human Rights Watch. Les RD Congo et le Rwanda ont tous de l'obligation de traduire en justice les commentaires du M23 pour leurs crimes ainsi que tout responsable rwandais qui les soutiennent. L'armée rwandaise a déployé des troupes dans l'est de la RDC pour fournir un soutien militaire et direct au M23, l'aidant à étendre son contrôle sous le territoire de Rutshuru ainsi que sous le territoire de Massissi voisin, dénonce toujours Human Rights Watch. Crime de guerre en RDC. On va rester tous sur le rapport de cette ONG. Human Rights Watch demande à l'ONU d'adopter des sanctions ciblées pour les dirigeants du M23 et des responsables du Rwanda du fait de l'assistance militaire qu'ils ont fournie aux forces rebelles auteurs de meurtres et viols. La convocation de l'électorat pour la députation nationale est bel et bien prévue ce 25 juin 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. 2 jours de deuil national décrété par la société civile de Kassindi en hommage à 8 victimes de la récente attaque des ADF. Voilà, enfin pour finir, en marge de la célébration des 63 ans d'indépendance de la RDC, la commission justice et paix de l'Église du Christ au Congo, en collaboration avec la commission justice et les commissions justice provinciales, organise la 3e édition de la conférence citoyenne L'Église s'élève, la nation se relève, du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023 de 13 h à 17 h sur le site de Ndolo. Un thème va réunir ses participants, les 5 piliers pour le relèvement de la nation à l'horizon 2023, avec des orateurs de renom tels que le professeur Quim, le professeur Liwanga, Roger Liwanga, le docteur Denis Mukwege, le révérend Eric Senga, le professeur Jacques Njoli ou encore le docteur Daniel Kawata. À toutes et à tous, merci de nous faire confiance. À toutes et à tous, messieurs, dames. 2 sujets nous réunissent cet après-midi. Premièrement, Bunagana. Vous le savez, 1 an déjà, jour pour jour, que cette cité a été tombée entre les mains des rebelles du M23. On va faire donc une analyse. 1 année après, que s'est-il passé réellement dans cette cité frontalière avec l'Ouganda? 2e sujet, élection 2023. Est-ce une issue heureuse se profile à l'horizon? 3 invités pour le moment sous ce plateau. Monsieur Edouard Kabouaï, vous êtes représentant de l'UDPS en Angola. Bonjour Monsieur Edouard, merci d'être avec nous pour la première fois dans cette émission. Merci beaucoup, mon très cher journaliste, pour cette occasion. Je ne peux passer sous silence pour me joindre aux autres, afin de souhaiter un petit anniversaire au garant de la nation, le premier citoyen d'entre nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses 60 ans d'âge qu'il a complété hier. Et je me dis que ces 60 ans est symbolique et aussi bien évidemment prophétique. Je peux le dire un peu comme ça, dans la mesure où, quand je suis en train de voir l'adhésion massive de la population derrière son représentant, je me dis ce contentieux électoral qui pointe à l'horizon prouve à suffisance que, en tout cas, nous aurons un bon résultat de 60%, dont le président de la République, il se la relie, en tout cas pour continuer son quinquennat, en fait de donner le meilleur de lui-même pour notre pays. Et puis je crois que dans les 100% de pourcentage, alors les 4 leaders de l'opposition, dites leaders de l'opposition, ils vont se partager, se distribuer les 10%, Katumbi 10%, Matata 10%, Fayou 10% et Sessanga 10%. Je crois que le contentieux électoral sera bouclé
Et je crois que c'est effectivement vraiment cet anniversaire qui a brillé pour nous montrer de quoi le processus est en marche et pourquoi vraiment le peuple est derrière son président. Merci. Merci pour cette occasion, mon très cher journaliste. Merci beaucoup. Monsieur Edouard Kabwa est représentant de l'UDPS en Angola. Monsieur Eric Izami, journaliste, analyste politique aussi. Bonjour monsieur Eric, merci de votre présence ce matin dans Grande Tribune et merci surtout pour votre accompagnement permanent à cette émission. Merci de l'invitation Dan Zinc, merci aux téléspectateurs et voilà, nous sommes là. Monsieur Eric Izami, professeur, lui c'est un professeur d'université. Professeur, bonjour. Merci aussi en tout cas de votre soutien à cette émission que vous aimez tant, que vous soutenez tant. Même dans l'ombre, vous êtes toujours là. Merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites souvent, professeur Edieni. Merci beaucoup, Dan. Je reviens juste maintenant parler de la sécurité, de l'insécurité. Laissez-moi juste vous dire ce qui se passe présentement à Maluku, Kwango, Maluku-Kwango, tout ça, avec la fameuse bande, hein, le crime, on s'appelle encore comment là, avec le Mobondo. Aujourd'hui, les Mobondo sont en train pratiquement de brûler des villages entiers. J'ai un ami, ingénieur à Inyangi, pratiquement le village de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Ils ont réussi, pratiquement juste la visite de Mobondo. Et je vous dis, la situation est vraiment sérieuse, voire même chaotique, juste non loin, dans le port à Kinshasa et à Kwango. Donc on doit vraiment en parler apparemment. Le gouvernement, l'opinion n'en parle pas. On n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était. Mais je vous dis, ça brille. Là, la situation vraiment est chaotique. On tue, on brille des villages. Et on doit vraiment y penser. Et nous sommes à Kinshasa, là où pratiquement les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Moi, je viens de la Tchangou. On n'a pas des infrastructures routières. On n'a que le boulevard Lumumba. On n'a que le boulevard Lumumba. On n'a pas de voies intermédiaires, de voies secondaires. Je ne vois pas là où vivent plus de 5 millions de gens et n'avoir que le boulevard Lumumba comme voie de sortie. Voilà pourquoi chez nous, il y a des embouteillages au matin, midi, soir. Dans nos communes, il n'y a pas de voies intermédiaires. Nous pouvons pratiquement relier différentes communes pour faciliter par exemple, la circulation. Vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, Tchangou est dans le noir. Nous sommes la capitale mondiale de l'énergie électrique. Je souligne bien. Nous sommes la capitale mondiale de l'énergie électrique, mais Tchangou est dans le noir, pour ne pas parler de Kinshasa et de la RDC en général. Donc le gouvernement doit vraiment travailler et on doit dépasser certains sentiments et mettre un peu en exergue l'intérêt général. Mettre un peu en exergue l'intérêt général. Monsieur Edouard, avant qu'on prenne le sujet du jour, le premier sujet du jour, comment se portent les Congolais de l'Angola? En tout cas, vraiment... nous sommes en train de traverser une période un peu d'une crise économique depuis le départ bon, on ne dira pas depuis le départ de Dos Santos, mais vous savez déjà que cette crise était vraiment une crise internationale. Mais l'Angola est en train de faire face à cette crise et depuis aussi cette pandémie de Covid qui a tout mis par terre. Mais pour le moment, depuis vraiment ça, je dois vous tenir informé. Depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, les Congolais résidant ou vivant en Angola sont respectés maintenant. Pourquoi? Parce que dorénavant, ce n'était pas le cas. Vous trouverez que même quand on va arrêter, on doit arrêter de leur propre manière. Et même s'il faut rapatrier, ils ont leur façon de rapatrier. Avec tout ce que nous avons vu avec vous, les atrocités, les crimes, des viols, etc. Mais dans son premier voyage, il a tenu à informer son homologue Jean Laurens de respecter quand même les Congolais. Parce que cette période-là étant révolue, vu que les Congolais vivaient comme des orphelins sans père,
Mais cette fois-là, il n'y a plus de tracasserie. Il avait demandé à son homologue à ce on ne bastonne plus les Congolais, ils sont plus pourchassés. Quand il y a les problèmes de personne n'en grata. Oui, oui, quand il y a les problèmes de refoulement, il faut vraiment être en contact par les canaux officiels et des services compétents devant prendre toutes les bonnes dispositions. Je pense au début de l'année, on a refoulé quelques Congolais. Je pense en janvier. Oui, tout à fait. On a refoulé quelques Congolais. Bon, vous allez voir la manière dont on les refoulait. Et cette fois-ci, il y a quand même un peu de changement. Pourquoi? Parce que cette fois-là, on ramassait tout. On pouvait faire tout ce qu'ils ont besoin. Mais cette fois-là, il y a maintenant que ils doivent d'abord entrer en contact avec les officiels du pays, les canaux habilités de prendre les dispositions confortables pour que ce rapatriement se fasse tout en respectant les droits humains. C'est ainsi que tout ce qui était dans un état illégal et puis résident dans ce pays-là sans papier, il y a maintenant l'ordre établi et les canaux par lesquels les gens doivent suivre ça. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kabouaï, représentant donc de UDPS en Angola. Premier sujet, mesdames et messieurs, une année jour pour jour que Bunagana était tombé entre les mains des rebelles du M23, cette cité frontalière avec l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment vivent les Congolais qui se trouvent encore là-bas? Comment l'administration est-elle organisée dans cette cité? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va lire les notes de l'actualité. La cité de Bunagana, Nord Kivu, est occupée par les rebelles du groupe terroriste M23 depuis le 13 juin avec l'appui militaire du Rwanda, selon un communiqué des forces armées de la République. Cette occupation de Bunagana intervient 10 ans après une autre occupation de cette cité par la même rébellion. Pour plusieurs analystes, cette cité est stratégique puisque frontalière avec l'Ouganda voisin, elle a toujours été une zone de prédilection pour des rébellions telles que le M23 ou encore l'ancien groupe armé CNDP bien avant lui. Voilà, on va s'arrêter là parce que le texte que nous exploitons, il est assez lent. Voilà, une année que Bunagana est entre les mains de ces hommes armés qui ont des revendications, qui réclament de négocier directement avec le gouvernement. Monsieur Rikizami, votre lecture, une année après, votre lecture de cette prise de Bunagana tombée entre les mains des rebelles du M23. Merci de la question, mais vous savez, je conviens de rappeler que le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. C'est le père de la nation. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef de l'État. Et d'ailleurs, pour moi, je vais encore plus loin. Ne devient pas président qui veut. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que nous allons faire ici comme organisation, élection, tout ça, au-delà de tout, pour moi, il y a aussi, in fine, le sceau de l'Éternel. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'a pour patron que le Créateur, Dieu. Et puis, il aura encore un autre patron au moment venu, nous, population, pour aller aux urnes. Je l'ai dit parce que le frère Edouard a fait mention de l'anniversaire du chef de l'État, 60 ans. Ce n'est pas rien. Mais en même temps, je dis, aujourd'hui nous sommes mal à l'aise. Une année après, j'imagine pas qu'à Mobutu, on pouvait imaginer nous prendre le Bunagana et puis une année. Et puis par ailleurs, on fête à gauche, on fête à droite. Ça me met mal à l'aise. Les nôtres sont derrière nous par derrière les images que les amis voient. Notre population souffre. Nous devons mettre fin à ça. Je ne dis pas que c'est lui le chef de l'État qui a créé cette situation. Mais lui, il est père de notre famille, République démocratique du Congo, justement pour apporter des solutions, notamment à ce genre de problèmes. C'est lui qui est censé apporter des solutions. C'est dans ses fonctions régaliennes. Oui. Donc ça d'une certaine... Je regrette le fait que ces problèmes ne font que durer, sans pour autant que les autres corps des institutions puissent vraiment soutenir les efforts à gauche et à droite. Le chef de l'État s'est battu à gauche et à droite, mais il ne suffit pas que ce soit seulement le chef de l'État. Je prends ici un cas. Il y a un frère africain, Charles Onana, qui a écrit un bon livre qui mérite d'être lu. Chers Congolais, chers Congolaises, de partout où vous vous retrouvez, le livre porte le titre « L'Holocauste au Congo ». Mais on en parle faiblement. Même nous, journalistes. On n'exploite pas assez. Je commence par nous d'abord. Nous inviter. Oui, nous inviter, nous, journalistes, de pouvoir parler de ces problèmes pour aiguiser la conscience collective. Parce que c'est vrai, le chef d'État, à lui revient le devoir d'apporter la paix.
mais il doit être soutenu dans son action. J'ai comme l'impression que la presse nationale n'accompagne pas la... Non, je note le fait qu'il y a le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaka Tembe, qui en parle, mais j'aurais voulu qu'il ne soit pas le seul, même si c'est lui le porte-parole du gouvernement. J'ai salué ce qu'il fait, parler de ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Mais je veux que ce soit un travail exercé par nous tous, que chaque parent prenne conscience de ce qui nous arrive et qu'il en parle aux enfants, à la maison, en famille, à l'église, à l'école, partout où nous allons, pour que finalement tout le monde puisse quand même prendre conscience. Je ne voudrais pas ici qu'à force de ne pas évoquer cette question, que l'on puisse tomber à ce que nous a dit dans son livre toujours, Modeste Mutinga, il dit la République des inconscients. Mutinga nous a interpellés ici, il y a quelques années. Nous avons des inconscients. Nous sommes une république. Mutinga a publié un livre disant que le titre c'était voilà, des actions humanitaires qui souffrent d'ailleurs pour aller secourir les uns les autres. Je voudrais ici que l'on comprenne qu'il y a un frère africain de notre maison, continent africain, Charles Onana, qui est un Camerounais, qui a écrit, mais un chercheur, journaliste, son ouvrage, Holocauste au Congo, est précis, avec des révélations précises. Mais il va juste à citer nommément Monsieur Kagame. Pas seulement Kagame, même les Bill Clinton, même les Obama, même les XY, ils sont nombreux. L'Union européenne, Charles, comment le papa de Charles Michel, Louis Michel, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à bras le corps ces problèmes? Vous savez, Oazekwa, Félix Oazekwa, notre auteur de chez nous, qui dit, avant de construire une maison, nous devons d'abord apprendre à construire nos paroles. Construisons notre parole pour défendre notre pays. Nous autres ici, nous n'avons que le Congo comme pays. Si vous me chassez ici, je n'ai où aller. Je n'ai que le Congo. Donc j'ai vraiment le devoir de pouvoir défendre ma patrie. Alors, merci. Vanter les chefs de l'État, c'est une bonne chose. Mais encore, vanter les actions qui peuvent aider ces chefs de l'État à bien faire les choses pour nous amener au salut, ça, c'est ce que nous attendons. C'est un héritage de 30 ans déjà, donc c'est pas aussi simple de le faire. On n'arrive pas au pouvoir pour venir pleurnicher, on arrive au pouvoir pour apporter des solutions. Je dis ceci, les chefs de l'État a bataillé dur. J'ai salué de demain. Mais je veux voir Mbosso suivre son pas, je veux voir Modeste suivre le pas, je vais voir X ministre Y, partout où nous nous retrouvons. Très bien. Pour que nous puissions d'abord sauver notre maison avant d'aller ailleurs. Monsieur Edouard, une année après, votre lecture. Oui, effectivement, d'ailleurs, je suis très content d'attendre vraiment la crème parler comme ça. Donc pour ne pas l'inventer trop très célèbre, mais à des fois peut-être dans le dira, alors moi je suis moins célèbre. Non, vous êtes vraiment des célèbres. Mais non. Moi, vous êtes en train de faire votre travail, et puis faire passer des lectures, devant permettre que chacun puisse s'actualiser. Effectivement, moi je dirais à ce que les journalistes venaient d'atterrir d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? Nous sommes agressés. Quand nous sommes agressés, c'est nous tous les Congolais. Maintenant, que devons-nous faire? C'est unir nos efforts derrière les commandants suprêmes des forces armées, afin que la paix, la quiétude reviennent dans toutes nos parties de la République. Ça, c'est évident. Parce que d'ailleurs, c'est ça que je suis en train de constater. Rappelez-nous, en 2009... Là, vous proposez la lecture d'abord. Oui. Le manque à gagner, qu'est-ce qui empêche? Pourquoi Bunagana est toujours entre les mains des rebelles? Non, en tout cas, faisons bien la lecture. Bunagana est sous contrôle de l'EAC, avec les contingents burundais, accompagnés avec nos forces armées de la République. Bunagana est entre les mains et entre les mains de la force régionale, de l'Est, de cette force-là, puis sous contingent, notamment burundais, du moment qu'on s'était convenu à ce que l'M23 devront se retirer sur cette localité-là. Et je crois... Vous voulez dire que les M23 ne sont plus à Bunagana? Non, les M23 ne sont plus à Bunagana. Donc revisitez bien. Ok, ça c'est vous qui nous, allez à la source. Qui nous informez. Non, il y a un moment, nous avons tous suivi les contingents burundais qui ont pénétré dans cette localité-là. Ils avaient convenu que M23 devront quitter de cette localité.
Et je crois à cette période-là, nous avons suivi avec vous les porte-parole, ce fameux monsieur Willy Ngoma, qui avait dit oui, malgré que les contingents burundais se retrouvent ici, nous ne voulons pas que le FARDC fasse pénétrer leurs pieds sur cette localité-là. Ce n'est pas ce que tous les médias annoncent. Il y a France 24, il y a Jeune Afrique. Non, oui. Tous ces médias disent évidemment que le M23 est toujours à Bunagana. Non, mais... Quelles sont vos sources? Mais pourquoi jusque-là? Je dis pourquoi jusque-là? Nous sommes dans des pourparlers pour voir comment, là où nous devons les cantonner. C'est-à-dire qu'il y a des localités... Cantonner les Rwandais? Non, ce groupe terroriste M23. Cantonner les terroristes? Mais oui, effectivement. Parce que dans des localités dont ils étaient tentés d'assiéger, faire ce qu'ils ont été tentés de faire, mais les troupes de l'AAC sont sous contrôle par rapport à ces territoires-là ou à toutes ces localités-là qui étaient. Ok. Vous comprenez? Très bien. Alors c'est pour dire que maintenant là, il y a la démarche de voir de quel endroit où c'est territoire. D'ailleurs, ce ne sont pas tous eux qui sont là, mais parce qu'ils passeront d'abord pour savoir qui est congolais, qui était dans ce groupe et qui n'est pas congolais. Celui qui est congolais, c'est celui qui sera récupéré pour être cantonné ou à Ituri, selon les discussions qui se passent jusqu'à présent. Mais celui qui est rwandais, il doit retourner que dans son propre pays. Professeur, la paix prépare la guerre. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Votre lecture. Merci pour la parole. Laissez-moi dire que, en fait, à l'ère où nous sommes, il est impensable pratiquement de faire des lectures théologico-métaphysiques. Hein? C'est-à-dire quoi? Dire que le pouvoir vient de Dieu, le chef de l'État, je dis le pouvoir vient des peuples. Le pouvoir vient des peuples, parce que nous sommes une démocratie, quand bien même il y a eu... Macron était clair en disant que nous avons refusé l'alternance spontanée pour une alternance juste négociée. La phrase disait tout, c'est plus fort que les compromis à l'africaine, mais peut-être la phrase, en fait, la rhétorique étant un peu au-delà de l'imaginaire collectif, peut-être de son interlocuteur. C'est comme ça que cela n'a pas été bien saisi. Ce pouvoir vient des peuples. C'est lui qui a les pouvoirs, malheureusement, est censé pratiquement rendre compte au peuple. Censé rendre compte au peuple. Parce que nous, en sciences politiques, nous disons, parce que même théologiquement, je peux vous expliquer comment le diable se présente devant Christ, c'est qu'il lui dit. Et donc, ces pouvoirs, il y a des gens qui en cherchent par des voies mystiques aujourd'hui, par des voies mystiques qui atteignent ce pouvoir. Ils ne vont pas nous dire que le pouvoir vient des dieux. Même quand les gens parlent de symboliques, 60 ans, tout ça, oui, maturité, oui, mais nous devons juste sentir cela dans la gestion de la res publica, parce qu'on n'entend pas cela. Malheureusement, nous parlons de Bunaganda, ça fait une année que Bunaganda est occupé par le M23, sous le contrôle de M23. Vous parlez là juste des forces régionales. Des forces régionales invitées, on a intégré une organisation sous-régionale sans tenir compte des critères purement objectifs. Parce que lorsqu'on veut adhérer à une organisation pareille, on doit d'abord se poser des questions de l'opportunité, des questions pratiquement liées à la sécurité, d'ordre sécuritaire, des questions... C'était une mauvaise idée d'adhérer à l'EAC. En tout cas, je vous dis, l'EAC, d'ailleurs aujourd'hui, même quand vous analysez le genre discursif aujourd'hui développé par le régime, du pouvoir actuel. En analysant même le genre discursif aujourd'hui développé par le régime, vous allez vous rendre compte que le régime s'est dit et avoir commis un péché. Tantôt le livre de Charles Onana qui parle de cette complicité internationale en citant des noms qui soutiennent ces rebelles, voire ces pays qui agressent la RDC, des personnalités importantes, des grandes puissances, les États-Unis, la France et tous ces États-là. Bon, curieusement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que... Bon, en fait, je soutiens... Cette partie assez importante, assez riche. Je soutiens une partie de sa lecture. Les multinationales. Une partie de sa lecture, parce que c'est une lecture vraiment partielle, et une analyse de faits qui n'est pas si profonde. Parce que, je vous dirais, peut-être aller lire le Via Bemba. Vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre qu'à un certain moment, si vous voulez cacher l'information à un Congolais, mettez-la sur écrit.
Dans nos universités, nous produisons des recherches, des recherches vraiment fondamentales sur cette question, mais curieusement, on ne sait pas nous lire. On ne sait pas nous lire. Bon, en fait, la partie est bourrée, hein, pratiquement de ressources stratégiques. Aujourd'hui, on sait que pour certains États sous-traitants, ils pensent pratiquement c'est une question une question juste pour résoudre leurs contradictions internes, trouver un peu un espace de survie. Pour d'autres, il faut exploiter nos minéraux. Moi, je dis, nous parlons là du gouvernement, censé sécuriser sa population, censé pratiquement le protéger. Le gouvernement n'a pas joué son rôle. Le gouvernement se présente trop faible, parce que même dans ses déclarations, parce que, vous savez, hein, quand mon frère parle de la parole, hein, la parole, c'est une arme. Et quand dans les discours d'un régime, on n'a jamais entendu ces régimes nous dire que on doit faire la guerre au Rwanda, on doit faire ceci au Rwanda. Et apparemment, nous avons aujourd'hui une classe politique à la solde. Parce que dans la quête de ces pouvoirs, on s'est dit aujourd'hui sur le plan international, parce que nos différents leaders là, c'est des Lubumbashi, des Kinshasa, vous diront, on ne peut pas citer le Rwanda de perdre les soutiens de certaines multinationales, certes juifs, hein. Le multinational juif, on peut le perdre. Voilà pourquoi vous ne verrez pas nos leaders majeurs pointer du doigt au Rwanda et pointer du doigt aux vrais bénéficiaires, commanditaires de cette aventure. Très bien. Et moi, je dis, la gestion a été très mal chaotique par ces régimes qui nous a amenés à l'EAC. L'EAC qui constitue un autre problème aujourd'hui, et puis une demande de renforcer. En fait, je reprends la parole. L'affaire d'essai dans la Monsieur Trésor, pas de moyens. Voilà où nous sommes. Bonjour. Merci aussi de votre présence parmi nous dans Grande Tribune. Bonjour Monsieur Dan. Merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord m'excuser pour ces retards. À cause des embouteillages, vous savez, à ces heures, c'est que c'est déjà compliqué. Oui. Je salue les co-débatteurs sur ces plateaux, mais beaucoup plus aussi les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, notamment ma présidente Adèle Kabena, surnommée Grand Pays, à cause de sa grande vision et sa clairvoyance, n'est-ce pas, des enjeux de l'heure politique. Et aussi, il faut souligner que je suis initiateur de ces grands mouvements patriotiques, sentinelles de la nation, qui déjà la semaine prochaine va adhérer à l'Union Sacrée, question de soutenir le chef de l'État, mais aussi toutes ses actions. Alors si je dois toucher à la pilule, n'est-ce pas, de votre question. Vous n'avez pas encore posé la question. Allez-y, allez-y. Parce que j'ai trouvé déjà des débats. Allez-y. Alors je ne sais pas si c'est la même question. Allez-y. Donc Bunagana, une année déjà entre le mai de M23. Ici, il faudrait d'abord dire aux Congolais que souvent, nous qui passons dans les médias, nous avons l'habitude de grammatiser cette histoire de Bunagana. C'est vrai, Bunagana est occupé par le M23, ça fait aujourd'hui une année. Mais il faut savoir que Bunagana c'est un village dans une localité qui est dans un territoire. Vous comprenez? Donc, souvent quand nous passons dans les médias, nous donnons l'impression que c'est tout le Nord Kivu qui est occupé. Alors que s'il faut parler n'est seulement de Bunagana, Bunagana c'est un village, ok, d'une localité qui est occupée. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans son entièreté. Vraiment, ne dis pas ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans son entièreté. S'il vous plaît, Congolais, ne dis pas ça. Non. Est occupé. Moi, je ne consomme pas un tel discours. Non. En tout cas, je consomme. Non. On ne peut pas dire ça. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il vous plaît. Monsieur Yanni, vous avez eu votre temps de parole. Je suis clair. Ne dis pas ça, papa. Est-ce que Bunagana, ce n'est pas un village? Alors, allons-y par un jeu de questions. Est-ce que Bunagana... J'ai dit ceci. Est-ce que Bunagana, ce n'est pas un village? Bunagana est un village. Ok? Et occupé en partie. Je dis bien en partie par le M23. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la force régionale,
le M23 ne sont plus opérationnels à Bunagana. Il n'y a plus des hostilités à Bunagana. Ok? Et cette zone-là, c'est devenu une zone neutre, où il n'y a plus de théâtre de combat. Qu'on nous dise quel jour le M23 ont amorcé les hostilités dans Bunagana. Non, mais écoutez, qui administre Bunagana? Il y a une force régionale là-bas. Et ici, il faudrait que les Congolais retiennent que les FARDC sont aussi à Bunagana. Dans la force régionale, il y a aussi les FARDC. Ça, il faut mettre ça en tête. Alors, quand on vient grammatiser, on dirait qu'à Bunagana, c'est l'enfer, les gens meurent tous les jours. Non, c'est un village de la République démocratique du Congo qui est occupé en partie par les terroristes de M23. Et là où ils sont là, il y a la force régionale et il y a aussi la FARDC. Et il faut aussi rassurer à notre peuple que Bunagana, c'est dans les territoires congolais. Bunagana n'a pas quitté le Congo pour aller au Rwanda. Pourquoi une année, ce territoire est toujours comme occupé par ces rebelles? Qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Dan, vous devez savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date aujourd'hui de 3 décennies que nous sommes en guerre. Et nous allons vaincre cette guerre. Donc il ne faudrait pas prendre un cas et chercher à le généraliser sur toute la province de Nord Kivu, comme si c'est toute la province de Nord Kivu qui était occupée par... C'est un problème mineur qu'il ne faudrait pas... Je ne dis pas que c'est un problème mineur. Non, ne me prêtez pas le mot que moi je n'ai pas annoncé. J'ai dit ceci. Ne donnons pas l'impression à l'opinion que c'est tout le Nord Kivu qui est occupé par les terroristes. Ici, s'il faut parler du cas précis de Bunagana, je suis clair. Le peuple doit retenir que c'est un village. Et occupé en partie, pas en totalité. Donc il faudrait que ça soit clair. Et parce que vous dites, ça fait une année aujourd'hui, qu'ils sont là, mais eh ben, nous allons mettre fin. Avant, les gens mouraient à Bunagana, tous les jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens meurent encore à Bunagana? Non, c'est un pas. Avec l'accord de la force régionale, aujourd'hui, il fallait observer les cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été observé. Il faut cantonner tous ces gens-là, il faut les regrouper, il faut faire un triage. Celui qui est congolais, il restera au Congo et orienté dans un autre domaine. Celui qui est rwandais, il retournera au Rwanda. Et après, l'administration, je crois, militaire, reprendra le contrôle de la zone et tout ira normal. Donc ce que moi je ne veux pas ici, c'est que l'on puisse grammatiser sur de Bunagana comme si c'était tous les Nord Kivu qui étaient occupés. Bunagana, c'est un village qui est occupé en partie. Et aujourd'hui, on ne peut même plus parler de l'occupation parce qu'il y a la force régionale aussi qui est là. Donc ça, il faut donner un coup de chapeau au président de la République parce qu'au moins aujourd'hui, les sons ne coulent plus là-bas. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Deuxième tour de parole pour finir cette question et prendre la deuxième thématique. Monsieur Rikizami, solution durable pour éviter que ceci se répète parce que 2012, on a connu la même situation, 2023, la même situation. On craint qu'on ne connaisse encore plus tard la même. Quelle solution durable, même définitive, qu'on peut avoir pour cette... Ma recette est simple, mais je voudrais d'abord commencer par balayer un certain nombre d'aspects. Moi, ma recette, c'est surtout au niveau de la formation et de l'invitation à être sérieux. La formation, pourquoi? Vous avez beau à être Voltaire, mais vous n'arriverez pas par vos mots à expliquer ce que nous voyons en image. Vous voyez les visages de notre frère ou notre soeur brûlés. C'est des images qui choquent. Moi ici, j'en fais mention, mais je voudrais aussi que les autres collègues journalistes comme moi fassent autant pour que ça puisse être amplifié. Comme ça, la communauté internationale va regarder un peu notre situation autrement. Je voudrais balayer le fait que même si Bunagana serait un village, même si Bunagana, Bunagana c'est une cité qui est dans le territoire de Rutshuru. Et Rutshuru est dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu a pour chef-lieu la ville de Goma. Et j'ai quand même circulé là-bas. Moi, j'ai fait plusieurs reportages de terrain où j'ai vu des mamans de 80 ans violées. Ça contrebalance, ça fait même la nausée, quoi. Dire qu'il n'y a pas de tuerie. Il n'y a pas longtemps en France, il y a un monsieur qui a fait des problèmes aux gens par le couteau, 6 personnes blessées. Vous avez vu, un premier ministre est allé sur le terrain. Vous avez vu, le chef de l'État s'est déplacé jusqu'à aller sur le terrain. C'est parce qu'il y a un monsieur qui a menacé les gens avec le couteau. Mais à Bunagana, il y a eu mort, même s'il y a un seul mort. Mais c'est grave pour nous, la République démocratique du Congo. Tous les jours, on tue. Non, à Bunagana, tous les jours, on ne tue pas. C'est ça maintenant, le fait de détruire l'opinion. À Bunagana, il n'y a plus de morts. S'il vous plaît, on ne tue plus à Bunagana. Le Rwanda, pour son fallacieux génocide entre Hutu et Tutsi, le Rwanda en a fait son chou gras. Et vous avez vu ce que ça a donné comme
bruit au niveau international pour qu'ils puissent s'attirer une certaine sympathie. Nous ne devons pas minimiser même pas un seul mort. À Bounagan, on tue. Les gens ne sont pas dans la quiétude à Bounagan. La dernière fois qu'on a tué, c'est quand? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes en train de voir des images comme ça. Peut-être que vous n'avez pas d'amis là-bas, vous n'avez pas de frères et sœurs là-bas. Oui. La dernière fois qu'on a tué à Bounagan, c'est quand? Frère, ne minimise pas. Je ne minimise rien. Ne minimise pas. Moi qui te parle là, je voudrais vraiment que le Congo soit dans la paix. Et je sais aussi que c'est l'effort fourni par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Mais je parle un peu à la manière de Socrate. Il y a une certaine dramatisation de la question. La dramatisation vaut son pesant d'or dans la mesure où nous, on cherche à avoir la solution. Et la solution, c'est parfois quand vous avez amplifié quelque chose pour appeler les uns les autres à pouvoir avoir le regard qu'il faut pour ces problèmes-là. Ça n'a que trop duré. Je ne dis pas ici que c'est Félix Tshisekedi qui a créé ça. Non, ça dure depuis 3 décennies, il l'a dit. Mais il ne faut pas minimiser. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment oser prendre une petite partie de la France aujourd'hui et puis on vous laisse? Non. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'a vécu la France dans les années 40, 1940, lorsque l'Allemagne avait pris l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine, territoire français, a appartenu à un certain moment de l'histoire à l'Allemagne. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on a installé le Parlement européen à Strasbourg, qui est aujourd'hui dans le territoire français. Vous voyez, donc, nous, le Rwanda, c'est beaucoup joué de nous. Pourquoi? J'ai dit ici, ma recette, c'était la formation. Nous, le vrai problème, c'est former les militaires. Les militaires à temps et à contre-temps. Les États-Unis sont l'une des grandes puissances, c'est pas la première. Mais jusqu'aujourd'hui, les Américains continuent. Oui, ils continuent toujours à former les leurs. Ils n'ont pas arrêté pourtant la Russie, la France, l'Allemagne et partout là. Ils continuent toujours à former. La guerre coûte très cher, nous, malheureusement. La guerre coûte très cher. Oui, justement. Les munitions. Mais tout ça. Nous avons tout pour être héros. On a quel budget pour, non, papa. Vous savez, si nous sommes sérieux, nous pouvons faire face à tous nos problèmes. Comme moi, Dan. En un rien de temps, moi j'ai vu comme si c'était un sport ici, des ministères X, Y, c'est pavané parce que X a volé autant de millions, Y a volé autant de millions. On a vu ça. Malheureusement, sous le régime du président Félix Tshisekedi, je ne dis pas qu'avant on n'a pas volé, même avant. Chez nous, je demande à ce que nous soyons sérieux. Moi, je suis journaliste. Je suis dans le bonheur d'avoir les collaborateurs qui sont tous, eux, politiques. Moi, je leur jette à eux la pierre parce que c'est à eux que revient le devoir de pouvoir bien ficeler les choses pour apporter la solution attendue par notre population. Je vous dis, Dan, cher Dan, croyez-moi, chers amis, vous qui me suivez, c'est celui qui va apporter aux Congolais 2 choses qui sera adulé, respecté et son nom restera dans les annales positives de notre pays. 2 choses, la paix et le pain. Quoi que nous disions, si vous apportez aux Congolais la paix, vous apportez aux Congolais le pain, nous allons avoir le temps de penser au progrès. Nous, notre problème, c'est celui-là. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, chez nous, pas de pain, il n'y a pas de paix, il n'y a pas non plus de pain. On peut bien discuter lors des différents forums, conférences nationales souveraines, Santiti, concertation nationale. On peut toujours bien discuter, les Congolais discutent bien. Ils se mettent d'accord sur un certain nombre de compromis, très bien. Les Congolais sont intelligents, très bien. Mais lorsqu'arrive le moment de pratiquer ce qu'on se dit, c'est là où ça casse. Non-respect des textes, de l'engagement. Combien de fois le chef de l'État ici a donné à X ou à Y, faites-nous la route de Mbujima-Kananga. Ils bouffent. Monsieur Edouard Kaboy, comme ça. Solution durable pour cette question. La formation, j'insiste, la formation à temps et à contre-temps. Ici, je t'ai fait rire une fois. Je t'ai dit, si jamais on apprenait à nos services de sécurité à parler, par exemple, les Yansi, même si vous êtes américain, comment vous allez intercepter nos services de sécurité? Pendant que eux-mêmes, entre eux, ils se parlent en Yansi, en Baka, en Bandi, même si tu es russe, tu ne sauras pas ce que nous disons. Nous avons tout pour être heureux chez nous, mais nous ne sommes pas généralement sérieux. Je ne dis pas toujours, je dis nous ne sommes pas généralement sérieux. On te dit, ici, lors de la conférence nationale souveraine, moi j'étais un enfant, mais j'ai appris parce que j'ai lu à gauche et à droite qu'il avait été admis que l'on puisse placer des bases militaires partout où nous avions des frontières qui avaient des problèmes. On n'a jamais placé. On n'a jamais placé des bases militaires. Comment veux-tu qu'on nous respecte? Nous sommes un pays qui est perçu comme une belle femme. La République c'est une belle femme. Très bien. On nous convoite, on nous envie. Nous devons avoir une armée réellement professionnelle, républicaine, nationale, dissuasive. Nous avons 100 millions de personnes, s'il vous plaît, je suis par là. Le Rwanda a 13 millions. Si nous sommes sérieux, ne fût-ce qu'à avoir une armée de 1 million d'armes, croyez-moi, nous allons faire face à tous nos voisins qui sont belliqueux. Je vais finir par là pour... Si son raisonnement est correct, 4 minutes, monsieur Kaboy, 4 minutes aussi.
ce que nous vivons, c'est de la répétition. Il y a des rébellions qui occupent les territoires depuis 1996. Aujourd'hui, répétition, négociation, continuité. Quelle est la nouvelle recette aujourd'hui? Parce que le CNDP a occupé Bunagana en 2012. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une solution définitive durable? Pour qu'on n'en revienne plus jamais. Qu'on tourne cette page-là. En tout cas, moi, premièrement, je dirais comme le feu président Tshisekedi disait, la solution durable, d'abord, pour nous les Congolais, c'est le changement de mentalité. On peut tout avoir. On peut avoir les armes, l'effectif et tout ceci. Mais dès lors que le Congolais n'a pas encore eu sa conscience, ça passe par la formation. C'est mon pays. Oui, mais bon, attendez, quand vous avez parlé, moi je vous ai pas dérangé. Donc, c'est-à-dire quand la personne prendra conscience, comme ce qu'a dit mon frère journaliste là-bas, que nous n'avons qu'une seule patrie, qu'un seul pays, et que nous devons nous battre nous-mêmes pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Parce que je vous dis la vérité. La conscience nationale. Je vous dis la vérité. Un peuple uni et déterminé est plus qu'une bombe atomique. Nous n'avons pas la chance. Je vous dis que les armes ne peuvent jamais faire face à une détermination populaire. Merci. Si elle est sérieuse. Et vous voyez aujourd'hui là, même quand ces terroristes M23 n'ont pas pu y arriver à conquérir Goma, comme ce fut le cas en 2013, c'est parce qu'il y a eu un éveil patriotique à nos frères qui sont à l'est du pays. Ils n'ont pas voulu laisser les Rwandais nous pénétrer jusqu'au nez, mais ils ont pris les défenses. D'ailleurs, vous avez suivi cette semaine ici, il y a un lieutenant ou un kila rwandais qui était dans cette histoire-là de M23, qu'on a capturé, je crois, par les résistants de nos compatriotes qui sont sur place là. Donc vous voyez que tout ça là doit passer d'abord par là. Et aussi, le testament nous légué par Etienne Tshisekedi Mulumba, il nous a dit aimer le Congo et aimer les Congolais. Vous comprenez tout ça? Parce que vous allez voir cette guerre-là, il y a les propres fils du pays qui ont fait cette guerre leur business. Ils n'ont pas compris que je peux avoir l'argent. Mais ça va à des générations futures. Parce que tel que nous sommes avec vous, nous passerons. Ce pays-ci sera toujours la République démocratique du Congo et nous allons léguer ça à de futures générations. Mais quand vous allez voir cette complicité-là, avec les propres autochtones, avec les propres natifs, qui acceptent que nous puissions voir les images là, que vous êtes en train de nous montrer là. Je crois que ce sont les images de 2013 ou 2009, quand le M23 a conquis Goma, etc. Mais oui, effectivement. Comment pouvez-vous dire ça? Effectivement, bon, oui. Mais là, on ne sait pas parce qu'il y a eu des déplacés aussi en 2022. Il y a eu des déplacés également. Écoutez. Il n'y a pas de déplacés en 2022. Écoutez. Le mal, c'est toujours les autres. Écoutez. Non, mon frère, quand vous parlez, vous voyez, quand nous venons ici, allez-y. Faisons un effort d'informer. Allez-y. Et non de déformer. Allez-y. Moi, en tout cas, vraiment, je suis sidéré quand j'entends les professeurs insinuer de telles matières dans les têtes de nos populations. Ça, c'est gravissime. Qui ne sait pas que le chef de l'État, partout où il a passé, dans toutes les tribunes où il a tenu son discours, qu'il a tiré la sonnette d'alarme pour que le monde sache que nous sommes agressés. Et il y a quelques les gens de cette communauté internationale qui sont derrière Rwanda pour nous agresser à cause de nos ressources minérales que nous avons. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que le chef de l'État, il a parlé, je ne sais pas, le prof l'avait suivi ou pas, quand il a dit que si Kagame était tenté de jouer avec ce pays une autre fois, mais pas avec moi. Et dans cette guerre, Kagame ne soutiendra pas avec elle. Mais je crois qu'il avait suivi. Et d'ailleurs, pas seulement dans le discours qu'a fait le chef de l'État, mais allons dans les pratico-pratiques. Les dénonciations, oui, frère, je suis d'accord avec vous. Je vous dis, oui, c'est ça que je dis, allons dans les pratico-pratiques. Discours, oui, dénonciation, oui. Qui fait la paix, agression, prépare oui. la guerre. La situation perdure. Qui fait la paix, prépare la guerre. D'abord, vous avez suivi quand le chef de l'État a fait cet appel solennel à la nation. Combien
des volontaires, des Congolais, des jeunes qui ont soif et souci de protéger leur pays, comment ils sont allés dans les centres de formation? Combien nous en comptons aujourd'hui? Oui. Et oui, mais c'est ça où en est-on aujourd'hui? Ça fait combien de temps qu'on a fait les cet chefs appel? de l'État se battent. Pour quel résultat? Vous savez, les chefs de l'État se battent. Pendant que nous, on était agressés, nous étions sous l'embargo. Qui ne sait pas? Est-ce que le prof ne sait pas? Et que les efforts inlançables, d'abord avec tout ce que vous dites. Oui, mais les résultats, où sont les résultats? On a levé l'embargo, on a levé cette mesure-là. On a recruté les jeunes. Mobilisation nationale. Mais oui. Je vous dis ceci. Et après? En matière de la guerre, peut-être nous qui avons habité dans des pays où nous avons vu des guerres, vous connaissez les jours où vous commencez, mais les jours où vous allez terminer, vous ne saurez pas. Mais quand vous vous êtes attaqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous préparer en conséquence. Se préparer en conséquence, c'est faire quoi? Il y a eu l'appel solennel, les jeunes ont pris les consciences. Et le prof sait très bien que l'armée qui nous a laissé par les régimes précédents, on avait combien de billets? 1 million à peu près. Mais aujourd'hui, le prof peut interroger. Merci. Les billets de l'armée, ça va combien? Professeur Alors, vous Guy. voyez, dans tout cela, veut montrer Même tout question. simplement que donc, tout... Proposition. Oui. Oui. Bon, allez, alors. Juste, je vais cheater. Hein. Je prends pratiquement la cheat d'Eric lorsqu'il dit la paix et le pain. Donc, pour avoir la paix et le pain, je pense que devant d'abord, quand il parle de la formation, je vois pratiquement juste notre armée au centre. Il faut vraiment, c'est vrai que nous devons juste se former, nous devons juste quoi outiller. On doit augmenter un peu la quantité budgétaire de notre armée. Renforcer les capacités de notre armée. Est-ce que la situation actuelle, on peut dire que le président Tshisekedi est en partie responsable de ce qui nous arrive? Bien évidemment. Mais c'est lui le responsable. C'est lui le commandant suprême. En fait, il a hérité de cette situation. Non, pour le Bounaganda, quand il est venu au pouvoir, Bounaganda était en RDC. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Il en est responsable. Oui. Principal responsable. Oui. Non, mais il n'est pas exempté. Vous ne faites pas un peu de trop, s'il vous plaît. Mais il est le principal responsable. En bien comme en mal, tout ce qui arrive au Congo actuellement, c'est lui le responsable. Mais attendez. In fine, c'est lui. Il a un ministre sectoriel. Je veux bien. Mais qui est allé chercher pratiquement les suffrages au peuple? C'est lui qui est allé vers le peuple pour obtenir pratiquement les suffrages. Et il a promis au peuple pratiquement la paix et le pain. Mais s'il ne porte pas la paix et le pain au peuple, qui en est responsable? C'est lui les responsables. C'est lui les responsables. Attendez. Qui conduit la politique d'une nation? C'est le chef de l'État ou le chef du gouvernement? Selon notre constitution, la personne qui gère le pays au quotidien s'appelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà pourquoi on l'appelle chef du gouvernement. Et voilà pourquoi c'est à lui que revient le devoir d'aller se défendre lorsqu'un malheur arrive ou bonheur arrive au niveau du Parlement. On lui pose des questions et puis le Parlement qui est la représentation nationale a aussi la latitude de pouvoir le déchoir. Il perd son pouvoir. Là, c'est dans la théorie. Mais, non, ça, dans la théorie. Dans la théorie. Au-delà de parce que la pratique est autre. Non. On est dans la théorie. La pratique est autre. Parce qu'on est à l'ère particratique. À l'ère particratique, c'est pratiquement, en fait, c'est gouvernementalisme est dépassé. Hein, lorsqu'on dit non, ce sont des théories pratiquement juste de passé. Donc c'est le chef de l'État ou rien? Mais non, soyons qui régente la vie politique juste en RDC? N'est-ce pas le chef de l'État? Quand vous dites... Mais le chef de l'État définit en concertation avec le Premier ministre. Le Premier ministre définit en concertation. Il gère la chose. Il applique la politique de qui? Hein? La Constitution dit qui est notre commandant? Comme un accord. Qui est notre commandant suprême? Et le chef de l'État, ils définissent de qui est notre commandant suprême? La politique du gouvernement, et c'est le chef du gouvernement qui conduit cette politique. Avons-nous voté le Premier ministre partagée à ce niveau-là? Oui, mais la personne qui répond au niveau du Parlement, là où il y a la représentation nationale, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Exactement. Lorsque malheur arrive, lorsque bonheur arrive, c'est sur lui que la population devrait en principe frapper. Mais, il y a un mais. Le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. In fine, c'est lui qui reviendra vers nous pour nous demander encore une fois de suffrage. C'est ça. Et là, la population va maintenant, s'il te plaît, professeur, la population va sanctionner dans un sens ou dans un autre, selon que vous avez bien travaillé ou selon que vous avez mal travaillé. J'en conviens, le chef de l'État, moi, je note en lui la volonté de pouvoir en finir avec ce qui se passe dans l'Est. Mais, en même temps, je note que dans la maison ici, il y a des gens qui ne l'aident pas.
Oui. Je vais revenir vous. Voilà. Monsieur Dieni. En fait, Ma question est de... Il y en a ceux qui l'aident, mais il y en a ceux qui ne l'aident pas. Responsable devant le peuple. Ah, Par oui, contre, ça, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Le Parlement, qui est pratiquement la c'est représentation la même chose, nationale. c'est la Non, même non, chose. non. Bon, allez-y, allez-y. Parce que lui a reçu le mandat du peuple directement. Son mandat n'est pas indirect. Hein, il n'a pas reçu pratiquement un mandat indirect. Suffrage universel direct. Donc, nous sommes allés aux urnes pour le voter. Donc, sur base pratiquement d'un contrat. C'est lui le responsable. Il ne faut pas l'exempter. Alors, merci. On va donc prendre le deuxième donc, sujet. Donc, je dis, c'est si juste on doit professionnaliser notre armée, former, augmenter la quantité budgétaire de notre armée, acheter pratiquement de matériel nécessaire pour faire réellement la guerre, dire que c'est fait en partie. Dire que c'est fait en partie. Parce que tout ce que nous perdons dans les détournements et autres pouvait pratiquement servir à renforcer notre armée et à faire réellement la guerre. Mais je pense que l'argent est perdu ça et là par de difficultés. Merci beaucoup. 4 minutes et Trésor Kalala, 4 minutes aussi pour poser vos propositions pour que cette situation ne revienne plus jamais. Merci beaucoup, M. Dan. Je crois que ça ne sera pas 4 minutes. Mon frère a pratiquement pris près de 9 minutes. Vous l'avez interrompu 4 fois et il continuait à parler. Je crois que vous ferez aussi de même avec moi. Mais il a fait 4 minutes. Allez-y. Non. Ici, nous devons savoir que le Congo est victime d'un complot international. Ça, ce n'est pas un secret. OK? Vous avez raison. Nous nous battons contre, je dirais même pas la communauté internationale, nous nous battons contre certains membres du Conseil sécurité des Nations Unies. Permanent. Et non le moindre. Ouais, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Notamment pour citer que ces trois. Parlez même des multinationales. Donc, les multinationales. Donc le Congo, et cette guerre-là, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est depuis la nuit des temps. Depuis même l'époque de Lumumba. OK? Avant et nous avons traversé, avant même Lumumba. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes victimes de ces complots internationaux-là. Et nous sommes en train de nous battre contre ces grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme un sous-traitant. OK? Mais le Rwanda aussi a accepté de jouer ces rôles-là. C'est là que nous condamnons le Rwanda. OK? Et là, je suis totalement considéré sur ces plateaux que mon frère, c'est Eric, non? Puisse vanter Kagame pour avoir réussi à vendre les génocides rwandais. Moi, vanter Kagame. Mais oui, mais j'en tombe à la renverse. Mais alors que Tshisekedi a sillonné le monde entier, prenant d'énormes risques pour pointer pas bien compris. Le Rwanda. Soit disant que c'est le Rwanda qui était à l'origine de nos 10 millions de morts. Tous les jours, même du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République a pointé le Rwanda. Lors de la remise et reprise Union africaine, il a pointé le Rwanda. Lors de sa prise au pouvoir à la SADC, il a pointé le Rwanda. Siergel, partout les présidents de la République passent, ils pointent le Rwanda. C'est dans quel but? C'est pouvoir salir l'image de Kagame, salir l'image du régime, et chose qu'il est en train de réussir aujourd'hui. À cause de tout ce que même pas salir, il dit la vérité. C'est ça, il dit la vérité aux gens. Il dit la vérité. Pas dire que moi je peux vanter ce monsieur-là. S'il vous plaît, Trésor, s'il vous plaît, j'ai des enfants, tu ne peux pas oser dire que moi j'ai vanté Kagame. Non, s'il vous plaît. J'ai aussi des enfants, Eric. Non, retirez ça. Le chef d'État dit la vérité pour nous sauver. Non, j'ai dit ceci, vous avez dit ceci. Moi je peux pas vanter celui-là. Kagame a réussi à vendre un peu comme des génocides. Oui, il parle d'une stratégie. OK, chose que nous n'avons pas pu faire. Je nous invite à faire autant. Mais monsieur Eric, vous avez parlé pendant 9 minutes. Monsieur Eric, s'il vous plaît. Je suis jaloux de mes 4 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer calmement. C'est comme ça que moi j'ai dit, le président Tshisekedi a réussi à montrer, comme le professeur le dit, la vraie image de Kagame et de son régime. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on peut connaître qui est Kagame, qui est le régime Kagame. Oui, imaginez que le président de la République est allé au-delà. Depuis la nuit des temps, la situation qui se passe à l'aide de la République du Congo a toujours été considérée comme une rébellion. Comme vous le savez, la rébellion, c'est le fils d'un pays, n'est-ce pas, qui se rébelle contre les régimes établis. Mais avec le chef de l'État, aujourd'hui, on a réussi à modifier
ces rhétoriques-là, aujourd'hui, on parle de l'agression. Parce que l'agression, ça devient maintenant un crime international. Comme Maurice Kanto est en train de le dire, l'agression, c'est le crime le plus suprême qu'un État peut commettre contre un autre État. Et ça engendre des sanctions très graves, au point même de toucher au chapitre 7, n'est-ce pas, de la Charte des Nations Unies. Et là, c'est grâce au président de la République qui est là. On dit qu'il est responsable de ce qui arrive, Bunagana. C'est là que je veux corriger le professeur. Bunagana n'est pas parti. Bunagana, c'est un territoire ou c'est un village qui est au Congo. C'est dans les territoires des Rutshuru. Dans les territoires des Rutshuru, c'est un village. Ok. Mais aujourd'hui, le président de la République veut dire qu'il est responsable parce qu'il est à la tête du pays. Mais écoutez, quand il est arrivé au pouvoir, cette partie du pays était sous Mais il y avait aussi d'autres territoires qui étaient occupés. Pourquoi on ne parle pas de ces territoires? On ne peut pas s'inventer. S'il vous plaît, pourquoi on ne parle pas? Parce que quand le président de la République prend le pouvoir, il trouve 146, s'il vous plaît, de cette situation-là. Il trouve 146 territoires. 146 territoires, on en a 145. Il n'y a pas de problème. 145. On en a 145. Toi, tu parles de 146. Je n'ai pas. Tu as inventé, tu as pratiquement créé. J'ai dit, il trouve 100. Je voulais dire 146 groupes armés, je m'excuse. 140, je voulais parler de 141 lapsus. J'ai parlé de 146 groupes armés. Aujourd'hui, on a réduit ces groupes-là. Aujourd'hui, on n'en compte pas 10. Ça, il faut encourager. Oui, donc pourquoi vous ne vantez pas les mérites? Pourquoi? Mais le Global Witness fait des publications. Entrez dans les sites de Radio Okapi, vous verrez tout ça. 10 groupes armés actuellement. J'ai dit, on ne compte pas plus de 10 groupes armés. Des 146 à réduire jusqu'à ce niveau-là. Donc, il faut reconnaître que le président a fait un grand pas qu'il faut reconnaître. Pour finir, parce qu'on me parle de la formation ici. Effectivement, il faut une formation. Et les développements ou les changements, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Notamment, il y a eu recrutement de plus de 50 000 jeunes. Vous avez vu, le président est allé le visiter. Ok? Il y a des armes. Aujourd'hui, on n'est pas sous embargo. L'embargo est levé et on achète les armes. Et ce n'est pas à la télévision que nous viendrons ici dire on a acheté tel type d'armes, telle quantité, tel type. Non, les armes sont en train d'être achetées. Les recrutements a été fait et les jeunes sont en train d'être formés. La guerre, ça se prépare. Une guerre qui a duré plus de 3 décennies, on l'a fini pas dans 4 ans, M. Dan. Il faut suffisamment se préparer pour attaquer. Qui te dit ça? On l'a fini pas dans 4 ans. C'est vrai. Bunagana est là. Il y a la sous-région, la force sous-régionale, s'il vous plaît. Il y a la force sous-régionale. Il y a assez d'exemples juste à vous présenter. Il y a la force sous-régionale qui est là. Nous sommes en train de nous préparer. Et au bon moment, nous allons lancer les hostilités et je crois que nos territoires seront récupérés. Merci beaucoup. Il y a les exploits. Il y a mesdames et messieurs, on va prendre donc le deuxième parler de ce jour. Vous avez dit qu'il a réussi à vendre les génocides. Élection 2023. Souligner ce que le président le plus fait. Élection 2023, s'il vous plaît, monsieur Trésor, monsieur Eric, monsieur Edouard, professeur Yeni, deuxième sujet du jour. Élection en 2023, est-ce qu'une issue heureuse se profile à l'horizon au regard du contexte actuel? Voilà le deuxième sujet que nous lançons. À vous aussi de réfléchir à la maison, nous faire des propositions sur tous nos canaux de communication digitale. Nous sommes là pour... Alors, je commence avec qui? Professeur Yeni. Une issue heureuse se profile-t-elle à l'horizon pour ces scrutins de cette année? Je dirais non, parce que en fait, la donne sécuritaire ne nous permet pas pratiquement juste d'avoir de bonnes élections. La donne sociale, même la donne politique aujourd'hui. Donc, ce que nous parlons tout à l'heure là, juste de l'est du pays, c'est singulièrement des Bunagana occupés. Je vois Rutshuru et Masisi. Et en plus encore Masisi et Kwamuntu. Les 3 territoires juste occupés par... Il n'y a pas eu d'enrôlement. Oui, il n'y a pas eu d'enrôlement, mais également qui vivent aujourd'hui dans l'insécurité la plus totale. Mais je dirais même la situation sécuritaire. La situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante dans le Kwamuntu, dans la province de Maindombe, Kwababe Kwamuntu, Kwango, et Kwilu et Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, les forces là, les Mobondo, sont opérés à Kinshasa, à Kwamuntu, à Kwilu et à Kwango. Donc la situation est vraiment sérieuse. Vous prenez encore l'est du pays. Moi je pense qu'à l'heure qu'il est parlé des élections,
des élections transparentes, libres et démocratiques. Oui. Pas de frein ou de blocage. Je parle de l'issue. Mais dans la période post-électorale. Oui, en fait, l'issue est fonction du bon déroulement pratiquement du processus. Hein? Donc, lorsque le processus, lorsque aujourd'hui les réalités sur terrain ne nous permettent pas d'organiser de bonnes élections, ou ne nous permettent pas, je dirais, d'organiser même ces élections, comment est-ce que vous allez parler d'une issue heureuse? Hein? L'issue heureuse, aujourd'hui, tout ce que les régimes nous a présenté comme recette, et surtout juste avec la formation, je dirais, la formation de la CENI, la désignation des candidats, la désignation juste des animateurs, vous avez les différentes lois structurant pratiquement les fonctionnements et organisation de la CENI. Aujourd'hui, il y a de quoi dire que nous avons déjà des germes conflictogènes, hein, aujourd'hui, qui vont demain nous amener à des conflits ou à des conflits post-électoraux. Donc, je ne vois pas pratiquement les Congos aujourd'hui organiser des élections en bonne et due forme qui puissent pratiquement aider le pays à aller de l'avant. Nous sommes entre les glissements et le forcing électoral. On va vers un chaos. Nous sommes entre les glissements et le forcing électoral. Et s'il faut dire, moi je pense que les acteurs doivent encore réfléchir davantage pour éviter les chaos. Pour éviter les chaos, vraiment, la donne, comme je disais, sécuritaire, sociale, politique, même internationale, aujourd'hui, ne nous permet pas, parce que le gouvernement n'a pas pu préparer ces élections. Nous voulons juste aller à la va-vite aux élections. Des fois, bon, je dirais que c'est un stratagème du gouvernement pour demain nous dire que j'étais disposé à organiser les scrutins. Mais malheureusement, les réalités n'ont pas pu pratiquement me permettre de le faire. Voilà pourquoi on peut faire ceci. D'accord. Mais s'il faut aller aux élections, comme les soulignent pratiquement nos amis, j'ai dit, nous préparons pratiquement un chaos. Très bien. Nous préparons un chaos. Monsieur nous espérons de se retrouver ici pendant les glissements ou soit le chaos post-électoral. Monsieur Edouard, on est entre glissement et un scrutin chaotique, a dit le prof Yeni. Qu'en pensez-vous? Je crois que vous avez vu comment les profs a pataugé dans des termes, etc., sans pour autant se fixer ou fixer l'opinion et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. 3 minutes aussi. Vous comprenez? Donc, lui, il est dans les logiques là des glissements. Qui vous prouve à suffisance qu'ils n'ont jamais été préparés pour affronter les élections. Ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas de donnes. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, là, la population qui n'est pas dupe, et ils ont compris tout à fait les rejets de la population. Mais quand le prof est en train d'insinuer ces matières, je ne sais pas si il a trouvé ça ou il a eu ça. Le processus a déjà débuté datant. La commission électorale nationale indépendante a fait appel à tous les majeurs d'âge, toute personne ayant l'âge de voter, d'aller s'inscrire dans son centre d'enrôlement. Ce qui a été fait. Après cette opération-là, la CENI a ouvert ses portes pour que toutes les parties prenantes au processus viennent d'abord faire des recherches et des investigations pour voir qui est mineur et qui n'était pas... L'audit du fichier. Oui, attendez. Ah bon? Attends, non, je ne parle pas d'abord de l'audit. Je parle d'abord de portes ouvertes à la CENI pour qu'on ait constaté ceux qui ont été enrôlés et ceux qui n'étaient pas enrôlés, ou ceux qui ont été enrôlés mais qui n'étaient pas à l'âge, etc. Et je crois que les parties prenantes au processus ont allé participer à cette opération. Et la CENI a lancé... Mon frère, quand vous voyez, je vous ai cité ici d'entendre de cette émission, prenons seulement les 60 ans d'âge de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.
Ça, c'est clair et net que l'adhésion populaire derrière lui, il a déjà 60% des mais cas. 60 avec quel résultat? Avec quel bilan? Il faut éviter ce genre de discours. Avec quel bilan? Avec quel résultat? Détournement, corruption, insécurité. Détournement, faites chaque jour. Vous festoyez dans l'insécurité, vous festoyez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous détournez aujourd'hui un milliard. Il s'est fait riche plus que le papier. Mais aujourd'hui, tu sais qu'elle est plus riche que l'État. De deux. Pourquoi voulez-vous que dise encore? Prof, s'il vous plaît. Mais on a connu des procès ici. Prof, 30 secondes. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans ce pays? Prof, s'il vous plaît. On a connu il faut avoir la honte d'être appelé pour se revenir sur le plateau de télévision, vanter Mozito ici. Ça, c'est gravissime. Et d'abord, c'est aberrant. Toi, tu es pratiquement dans le culte des hommes. Moi, je ne parle pas des hommes ici. Tu es dans le culte des hommes. On comprend un peu ça. C'est ça juste l'IDPS. Prof, nous a laissé. Si c'est pendant le temps on comprend, c'est l'IDPS, on comprend. Avec vous, les contrats lyonnais, les contrats de siècle, que Mobutu. Je ne suis pas dans le culte de personnes, mais surtout de personnes très mal positionnées. Mais largement positif. S'il vous plaît. Largement positif. Je prends la parole. Malheureusement que vous venez de l'Angola, vous la donne interne. Respectez mon plateau. Respectez mon plateau. Malheureusement que vous venez de l'Angola. Monsieur Edouard, je reprends la parole. Malheureusement que tu viens de l'Angola. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Compte tenu du temps, je dois vous prendre la parole. Monsieur Rick, rapidement. Est-ce qu'une issue heureuse se profile à l'horizon? Oui, je suis optimiste quant à l'évolution du processus électoral, mais je voudrais simplement que les amis qui sont au niveau de la majorité tiennent compte d'une réalité. La réalité voudrait que lorsqu'on est dans la démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Qu'il n'y ait pas de place pour la violence dans une démocratie. Qu'on tienne toujours compte de ce que pense la minorité. Si la minorité, ici l'opposition, veut organiser des marches à gauche et à droite, qu'on la lui permette de faire ça. Ça va être encadré par la police, que ça se fasse dans un jeu démocratique, qu'il n'y ait pas la place à la violence. Moi, je suis de ceux qui pensent que seuls les acteurs politiques peuvent nous aider à recréer ces consensus-là. S'ils aiment vraiment le Congo comme ils nous le disent, vous voyez la rhétorique qu'ils ont l'un et l'autre, ils développent un glissement, qui d'autre un forcing, c'est des mots qui malheureusement détruisent le vivre ensemble des Congolais. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de la paix, je le dis, et nous, on a besoin du pain, et pour penser au progrès. Les élections, pour moi, elles auront lieu, mais à vous, compétiteurs futurs, de pouvoir vous mettre d'accord sur ce qui devrait être fait. Il ne faut pas se diaboliser inutilement. Ici, par exemple, mon frère Trésor, sans avoir perçu bien ma pensée, moi, je suis de ceux qui pensent que nous, Congo, j'ai vanté ici les livres de Onana, il n'était pas là, pendant que j'en ai parlé. Tous les efforts fournis par le chef de l'État et son gouvernement, dirigé par Sama Lukonde, sont à saluer. Moi, je les salue de demain. 30 secondes. Et je nous invite à pouvoir participer dans la paix, à pouvoir aller de l'avant pour aller au vote. Parce que mettre à mal l'opposition qui est minoritaire, l'empêcher d'organiser des marches, etc., ça va détruire ces consensus-là, cette confiance-là qui doit quand même exister mutuellement pour aller aux élections et dans la paix choisir à différents échelons les futurs dirigeants. C'est important. La CENI a montré sa bonne volonté. Vous, les acteurs politiques, vous devez aussi montrer la vôtre. Se profile-t-elle à l'horizon? Trésor Kalala. Est-ce que l'issue heureuse se profile-t-elle à l'horizon compte tenu du contexte dans lequel nous sommes en train d'organiser ces élections? Non, mais M. Dan, bon, je ne sais pas la raison de cette question. Nous tous sommes en train de voir que les trains des élections est déjà en marche. Le processus électoral, je ne vois pas où est-ce qu'il a été entaché. Déjà, depuis l'installation du bureau de la CENI, qui avait été faite selon les règles de la loi, nous avions tous constaté, il y a eu 6 confessions religieuses qui ont été d'accord, 2 qui n'ont pas été d'accord. C'est la démocratie. Le bureau de l'Assemblée nationale, de la CENI a été installé. Et juste après, nous avons vu un calendrier qui a été publié. D'abord la feuille de route et puis voilà, le calendrier. Dites-moi, quelle est cette étape du calendrier électoral qui a été sauté? Le calendrier électoral est en train d'être exécuté en détail selon qu'il était promulgué. La loi sur la répartition des sièges est déjà au Sénat et le 25, c'est les dépôts de candidature. Donc le processus est en train de suivre son cours normal. Je ne vois pas là où
on sent même une petite odeur. Du côté de la CENI, c'est bon. Du côté de la CENI, c'est bon. Maintenant, si je dois rencontrer Eric, voilà, si je dois rencontrer Eric, il parle de laisser les opposants marcher, manifester, s'exprimer librement. Mais je crois que c'est ce qui est fait. Non, dites-moi qui est cet opposant qui a été arrêté pour son opinion. Qui est cet opposant? Ici, quand tu connais les infractions de droit commun, on doit t'arrêter, on ne doit pas t'arrêter comme politicien. Mais qui est cet opposant qu'on a arrêté pour son opinion politique? Qu'on me le dise. Manifestation publique. La manifestation publique, s'il faut revenir sur la manifestation du 20, écoutez. Du 20 et du 25. Du 20 et du 25. Le 20, commençons par le 20. Il y a eu une itinéraire qui avait été donnée par le gouverneur, discuter avec les autres, les opposants, ils n'ont pas voulu. Et même quand ils sont allés dans cet itinéraire-là, qui n'avait pas été prévu, mais quand ils arrivent, c'est pour provoquer la police. C'est pour jeter des pierres sur la police. Mais vous comprenez? La police avait barricadé les lieux et l'opposition a commencé à lancer des pierres sur la police. Pourquoi autoriser les deux marches le même jour? Ici, le climat, bon, ça c'est un autre débat. Ah, tu vois, pourquoi les perquisitionner dans la maman de Salomon Kalonda? La maman ne fait pas la politique. Le climat avant les élections, le climat est apaisé. S'il faut, le climat est apaisé. Il n'y a aucun opposant qui a été poursuivi pour ses opinions politiques. Et même quand il y a eu ces manifestations-là, on n'a pas compté de morts, on n'a pas compté des enlevés, on n'a pas compté des disparus. Vous comprenez? Au contraire, on a compté des blessés dans les rangs de la police. Vous comprenez? J'ai salué le fait qu'il y ait pas eu de morts. Ouais. Moi, j'ai salué le fait qu'il n'y a pas eu de disparus. Mais il n'y a pas eu d'enlevés. Il y a eu des policiers blessés dans la maison de la maman de Salomon Kalonda. Pourquoi empêcher à parce que la maman là ne fait pas la politique. On a sur le plan politique. Non, Edouard. Sur le plan politique, vous ne nous aidez pas. Vous les acteurs politiques. Il parle, moi je serai pas. Nous sommes congolais. C'est dans mon temps. Monsieur Eric, s'il vous plaît. Je dis ceci. Vous parlez d'empêcher. Katumbi. Écoutez, c'est la victimisation. Katumbi était informé bien avant par le service du gouverneur du Congo central qui devait reporter son voyage de 48 heures ou de 72 heures. Quand il s'est rendu là-bas, il savait qu'ils avaient déjà parlé. C'était pour faire le buzz, pour s'attirer la sympathie de l'opinion nationale et internationale. Et il a réussi son coup, mais malheureusement, c'était un coup d'épée dans l'eau parce que ça n'a pas bougé dans les lignes. Nous connaissons que notre opposition est faible. Notre opposition est en panne de mobilisation, en panne de stratégie. Et même quand vous entrez dans leurs revendications, ils vous parlent de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme aujourd'hui on va changer la Cour constitutionnelle pendant qu'il y a une procédure réservée par l'article 158 de la Constitution? Il vous parle de revoir la CENI pendant qu'il y a une loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il vous parle de revoir la CENI aujourd'hui. Vous voyez l'opposition à laquelle nous avons affaire. Ils cherchent un glissement. Ils savent que Tshisekedi peut battre tous ces gens-là. Et c'est comme ça que pour avoir accès aux choses, à la chose publique, il faut aller dans la diversion. Il faut pousser les régimes au glissement afin qu'ils retournent à la gestion. Merci, messieurs, pour avoir préparé ce débat. Merci beaucoup. Professeur. Merci beaucoup. C'est moi. Je suis. Je salue ce que fait la CENI, mais par contre, par rapport aux acteurs politiques. Je suis